Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de 500 à 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 34, Charlène et Chrétien de Troyes, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse? Aujourd'hui, dans cet épisode, je vous propose un petit voyage au XIIe siècle, à la cour de Marie de Champagne, comtesse de Flandre et de Hainaut. Cette femme a régné seule à 3 reprises en tant que régente, tout en développant autour d'elle une cour littéraire brillante. Et parmi les artistes qui évoluent dans cette cour, l'un d'eux est passé à la postérité et est parvenu jusqu'à nous, Chrétien de Troyes. Bonjour Charlène Soret. Bonjour Fanny. En 2018, tu as terminé un master, alors attention, mondes médiévaux, histoire, archéologie, littérature des mondes chrétiens et musulmans médiévaux, à l'université Lumière Lyon 2, et tu as présenté un mémoire sur les représentations nocturnes et les fonctions de la femme dans l'œuvre de Chrétien de Troyes, soit direction de Romaine Wolf-Bovin. Donc Charlène, tu me sembles la personne toute indiquée pour nous parler de cet auteur et de son œuvre. Déjà pour commencer, Charlène, pourquoi tu t'es intéressée à Chrétien de Troyes ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ton mémoire à son sujet ? Depuis toute petite, je suis passionnée par les romans arthuriens, par le roi Arthur, Lancelot du Lac. Avec ma petite sœur, on jouait beaucoup à la cour du roi Arthur. En fait, on était des chevaliers. Et quand je suis arrivée en prépa, j'ai vraiment découvert la littérature médiévale dans le texte, puisque j'avais un cours sur Érec et Énide de Chrétien de Troyes. Et j'avais été vraiment interpellée parce que mon professeur avait une lecture exclusivement masculine du roman. Il oubliait en fait l'autre partie qui est Énide, qui est quand même une femme, et c'était en fait le roman d'Érec et un chevalier, etc. Après la prépa, je suis allée à l'université Lyon 2 Lumière, où j'ai fait une licence d'histoire, et j'avais un cours de littérature médiévale en option, avec celle qui est devenue ma tutrice de recherche, Romaine Wolf-Bovin, et qui, elle aussi, nous faisait un cours sur les romans de Chrétien de Troyes, mais toujours avec le point de vue masculin. Et elle avait ajouté une dimension, en fait, de jour. Elle nous montrait vraiment que des épisodes de jour où les chevaliers... Qui se déroulent la journée, voilà, c'est ça. Et où les chevaliers étaient à l'apothéose de leur force. Gauvin est très fort, par exemple, vers 15h de l'après-midi, lorsqu'il fait très chaud et que le soleil est très haut dans le ciel. Et du coup, je me suis dit, mais ces romans, dedans, il y a toujours des dames, il y a la reine Guenièvre, tout ça qui sont passés à la postérité, mais on n'en parle jamais. En tout cas, moi, en cours, on m'en a pas parlé. C'est étrange, je pense qu'il faut que j'aille voir. Alors, je suis allée... J'ai tapé tout simplement sur Google Chrétien de Troyes. On commence comme ça. Et alors là, j'ai vu qu'il y avait des recherches qui sortaient tous les ans. Enfin, que c'est un poncif en fait, Chrétien de Troyes en médiéval, de travailler sur Chrétien de Troyes, c'est un grand classique. Et en fait, quand on parlait des femmes, c'était uniquement par l'angle de la sexualité ou de l'amour courtois. Mais c'était toujours un faire-valoir de l'homme. Enfin, on n'en parlait pas, voilà. Et je me suis dit, il y a peut-être un créneau. Et en même temps, je me suis dit, on parle toujours de la puissance chevaleresque pendant des moments de journée, mais jamais de nuit. Est-ce qu'il se passe quelque chose la nuit ? Alors qu'il y a des épisodes, on va voir, qui se passe beaucoup la nuit dans Chrétien de Troyes. Et du coup, je suis allée voir Romaine Wolf-Bovin en début de master. Je lui ai dit, j'aimerais bien travailler sur Chrétien de Troyes. Je sais que c'est fait, refait et re-refait, mais j'ai peut-être une idée. Je lui ai présenté cette idée qui était, je sais pas, il se passe peut-être un truc la nuit. Je voudrais voir. Et aussi par un angle féminin. Elle me dit, allez-y. Qui était alors Chrétien de Troyes ? J'ai commencé à le dire. Comment il s'est retrouvé à la cour de Marie de Champagne ? Alors, ce qu'il y a de bien avec Chrétien de Troyes, c'est que depuis 150 ans, on écrit dessus. On ne sait pas qui c'est. Comment ça ? Ça fait 150 ans qu'on fait des recherches sur Chrétien de Troyes. En gros, depuis le 19e siècle, avec tout le retour de la mode autour de la chevalerie, de Lancelot, avec le pré-raphaélisme, en fait, il y a eu beaucoup d'universitaires qui ont travaillé sur la médiévale, notamment à la Sorbonne à Paris.
ça a eu un gros effet de mode et on s'est dit « Oh, Chrétien de Troyes, voilà ». Depuis, ça n'a pas cessé, ça a été un effet de mode constant. Mais comme ça se passe au XIIe et que Chrétien de Troyes, en fait, c'est juste une signature, on ne sait pas qui est Chrétien de Troyes, d'où il vient. Il y a des postulats. Par exemple, celui de... Comme il fait une dédicace à Marie de Champagne et qu'on a des traces dans les relevés de comptes de Marie de Champagne, de livres commandés à quelqu'un qui s'appellerait Chrétien de Troyes, on postule que Chrétien de Troyes était, en tout cas, au service de Marie de Champagne à ce moment-là. Mais on ne sait pas qui il est, d'où il vient. Et la seule chose qu'on peut postuler de plus ou moins sûr, c'est qu'il était probablement clerc, puisqu'il sait écrire, et qu'il a des connaissances liturgiques très avancées en fait. Donc même à Troyes, on n'a aucune trace de ce chrétien Non. Ah oui, non, mais ça, je pensais pas que c'était aussi... C'est un illustre inconnu. Ah oui. Qu'est-ce qui fait que cet auteur est passé autant à la postérité ? Qu'est-ce qu'il y a eu de particulier par rapport aux autres ? Alors, Chrétien de Troyes, il est passé à la postérité, je pense, pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il y a eu énormément de suites, moins de 50 ans après l'écriture de ces romans, qui ont été commandés dans toutes les cours d'Europe. Par exemple, en Allemagne, en Bavière, on a énormément en fait, de suites ou de réécritures des Requiem, de transpositions. De ses œuvres, oui. Donc c'est une tradition qui s'est installée. Et on va dire qu'il avait pris aussi le bon filon, il s'est inscrit dans un bon filon d'histoire arthurienne. La matière de Bretagne, c'est quelque chose qui permet aux rois et aux grands princes et grandes princesses de son temps de s'inscrire dans un héritage, on va dire, illustre, légendaire. Comme au temps des Romains, on faisait ça en s'installant dans le sillage des Troyens ou d'Énée. Donc je pense qu'il y a eu ça qui a apporté la postérité parce qu'il y a eu c'était une bonne matière en fait pour faire politique, on s'en servait. Donc on commandait sur ce modèle-là. Mais après... Mon idée, c'est que s'il est passé aussi à la postérité, c'est parce qu'il est très original, Chrétien de Troyes. Déjà, il a créé un ensemble de 5 romans, qui sont Érec et Énide, Cligès, Le Chevalier de la Charrette, qu'on appelle le Lancelot, Le Chevalier au Lion, qui est Yvain, et Le Comte du Graal, qui est le roman de Perceval. Et dans ces 5 romans, on retrouve en fait un univers vraiment bien posé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a un personnage principal, un chevalier, puis une dame. Et derrière, on retrouve toujours le même paysage, la même cour, les mêmes personnages secondaires. Comme si c'était dans le même espace spatio-temporel. C'est comme une série en fait, c'est comme si on avait une grande série et qu'à chaque fois on avait une vision, qu'on avait un angle narratif différent pour chaque saison. À quand l'adaptation Netflix en fait des romans de Chrétien de Troyes, ça serait trop bien. J'adorerais, ouais. Je serais la première à mettre dans ma liste. Pas de choses sur Chrétien de Troyes. Tu peux nous dire un peu des choses sur le contexte de l'époque, le XIIe siècle, donc à la cour de Marie de Champagne ? C'est d'ailleurs par cet angle-là que je suis rentrée pour essayer de contextualiser l'œuvre de Chrétien. Je me suis dit, on ne sait pas qui c'est. J'ai pas envie de raconter de choses que je ne connais pas. Ouais. Voilà. Donc je me suis dit, je vais m'intéresser à ceux dont on connaît vraiment la vie. Et à l'époque du XIIe siècle et tout le long du Moyen-Âge, souvent, c'est l'aristocratie. Et Marie de Champagne, elle a cette particularité d'être fille de roi et sœur de roi. Donc de faire partie d'une élite, de l'élite en fait. Et en plus d'occuper un territoire qui est vraiment central en Europe à cette époque et qui a un rayonnement politique jusqu'à Jérusalem. Donc la Flandre. Et la Champagne en elle-même, le comté de Champagne était extrêmement puissant. Donc ce contexte en fait de la Champagne au XIIe siècle, c'est un comté qui a été créé récemment. Quand elle naît en fait, Marie de Champagne, elle est née en 1145. Elle est née du mariage d'Aliénor d'Aquitaine et de Louis VII. Ses parents vont divorcer suite au concile de Beaugency. Et l'année d'après, en fait, en 1153, son père la marie au jeune comte de Champagne, qui est Henri le Libéral, qui est en fait le premier comte de Champagne, à proprement parler. Et avant de régner vraiment, d'être mariée, elle est fiancée, elle va vivre et être éduquée à la cour de Champagne. Donc c'est quelqu'un, en fait, qui va connaître la vie du comté. Elle est plus finalement princesse de Champagne que princesse de France. Elle connaît très bien son comté, les nobles et les seigneurs, ainsi que la chevalerie mise en place dans son comté. Et donc en 1164, elle se marie. Elle arrive vraiment en tant que comtesse de Champagne, sur le trône de Champagne. Et là, elle va assister son époux, en fait, Henri le Libéral, dans les décisions politiques. Elle a son propre sceau et elle consigne chacun des actes politiques d'Henri le Libéral. Et c'est une particularité, en fait, de la Champagne au XIIe siècle.
sur laquelle Theodore Evergates, qui est un historien américain qui a travaillé très récemment en fait sur le comté de Champagne et notamment la gérance politique par les femmes, a mis en lumière à travers sa monographie que beaucoup d'épouses en fait de seigneurs champenois avaient leur propre sceau et venaient consigner au même titre que leur mari les actes de vente, de mariage, etc. D'ailleurs, je dis aux auditeurs que si le sujet des sceaux de princesses et des femmes qui gouvernent vous intéresse, l'épisode 4 de notre podcast y est consacré. Donc on avait fait avec Lucie un épisode vraiment consacré à ça. Donc Marie de Champagne, elle évolue à la tête d'un comté qui est déjà habitué au pouvoir féminin et à partager en tout cas le pouvoir entre l'homme et la femme, et où tout n'est pas régi que par l'homme. Et dans le cadre du mariage, on se consulte et on a voix égale au chapitre. Et comme elle va régner seule en fait à 3 reprises en tant que régente, parce que son mari est parti en croisade, c'est ça ? Voilà, son mari part une première fois en croisade, il revient, il meurt parce qu'il a attrapé je ne sais quel virus, enfin c'est pas très clair. Mais c'est fragile, ces voilà. petites bêtes-là. Voilà. Ses 2 autres fils en fait vont partir. Alors, il y en a un qui va partir également, qui va devenir roi de Jérusalem. Donc elle place bien aussi ses enfants dans le cas des mariages qu'elle leur fait contracter. C'est elle qui s'en occupe, elle permet même pas à ses barons d'avoir leur mot à dire. C'est donc elle qui gère vraiment même la postérité de sa famille et de la lignée. Et Marie de Champagne, elle va régner seule et donc elle va avoir cette espèce de créativité en fait pour une cour à la fois littéraire où va se développer la fine amour comme l'a fait sa mère Aliénor d'Aquitaine en Aquitaine et où elle va se faire également rencontrer la féodalité qui est le système social en place en Champagne. Et le côté artistique, on sait quoi sur cette cour ? Alors le côté artistique, c'est que Marie de Champagne, on le sait à travers ses relevés de comptes, parce qu'elle fait des commandes, etc., qu'il y a beaucoup de dédicaces qui sont faites aussi de la part des auteurs. Comme Chrétien, dans le roman de la Charrette, en fait, il lui dédie la matière, il lui dit « je vous dois en fait ce livre, c'est vous qui me l'avez inspiré, vous me l'avez commandé vous-même ». Donc ça, après, on y prête foi ou pas, mais dans mon cas, j'y ai prêté foi, comme beaucoup d'historiens de littéraire avant moi. Et où en fait, on remarque qu'elle va se servir des arts, notamment de la littérature, pour mettre en place et asseoir son pouvoir et construire en fait un personnage féminin fort. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Alors revenons à Chrétien de Troyes. Sur quelles œuvres de Chrétien de Troyes tu as travaillé ? Tu as commencé à me dire il y a 5 romans, tu as travaillé sur les 5, c'est ça ? Au début, j'ai travaillé sur les 5 romans, parce que j'ai voulu dégager un corpus, ce que j'ai appelé le corpus nocturne, c'est-à-dire tous les épisodes qui se passent de nuit dans les romans arthuriens de Chrétien de Troyes, parce qu'il a écrit d'autres livres, en tout cas qu'on lui attribue. Et dans ces romans-là, donc dans ces 5 romans, après, j'ai décidé, pour des raisons tout simplement de temps en fait, de m'intéresser plus particulièrement à la structure de 3 romans sur 5, qui sont Érec et Énide, Le Chevalier de la Charrette et Le Chevalier au Lion. Parce que là, on avait vraiment mis en avant un couple homme-femme, jour-nuit, dans la structure en fait narrative qui était vraiment fortement mis en place en fait. Et dans Cligès et dans Le Conte du Graal, je m'en suis servie pour appuyer les arguments que je mettais en avant, mais il faudrait faire encore 2 autres mémoires pour vraiment enrichir ça et travailler les 5 romans à fond parce que 2 ans c'est très court. Et qu'est-ce que tu as montré sur ces épisodes nocturnes dans Chrétien de Troyes ? Alors à ma première lecture, j'ai remarqué déjà qu'il y avait une tendance autour du chiffre 7. C'est-à-dire que dans les 5 romans, on arrive à retrouver 7 passages nocturnes par roman. La numérologie au Moyen-Âge, surtout la numérologie en lien avec la liturgie, avec la religion chrétienne, c'est très important. C'est-à-dire que, surtout pour un auteur qui écrit sur de la chevalerie, on pourrait penser qu'en fait il fait un roman païen, alors que c'est un roman qui s'appuie sur la théologie et la liturgie avec les fêtes religieuses qui vont en fait scander le calendrier narratif. Et le chiffre 7 en fait a une portée symbolique très forte depuis Macrobe. Depuis quoi ? Depuis Macrobe. C'est quoi Macrobe ? Alors Macrobe, c'est un auteur sur lequel je me suis appuyée dans mes sources en fait. Un auteur de l'Antiquité tardive qui a écrit Le Songe de Scipion et qui explique en fait autour du chiffre 7 la symbolique en fait des chiffres qui va être repris ensuite par l'Église, parce que le chiffre 7, dans l'Église chrétienne on a la Genèse avec la construction du monde en 7 jours, les 7 péchés, les 7 vertus, etc. Les 7 sacrements. Donc Chrétien de Troyes reprend cette symbolique dans ses romans.
Il la reprend, puis je pense en plus qu'il est infusé en fait de cette pensée au XIIe siècle. Les cisterciens se développent sous Bernard de Clairvaux. Donc c'est un ordre religieux, c'est ça ? Voilà, les cisterciens, c'est un ordre religieux qui va venir concurrencer Cluny. On les appelle les moines blancs. Et un des grands cisterciens qui a notamment prêché la croisade, c'est Bernard de Clairvaux, qui d'ailleurs est contemporain de Marie de Champagne. En fait, les cisterciens sont pour un retour vraiment au texte de la Bible, un retour en fait aux origines, pour une réforme de l'Église, pour enlever tous les artifices qui auraient pu être mis autour depuis le commencement de l'Église chrétienne. Et donc Chrétien III est inspiré et influencé par cette Voilà, pensée-là. c'est un produit de son époque, Chrétien III. Donc si jamais il a été clair, puisque c'est ce que je postule en tout cas. Donc ça veut dire clair... Quelqu'un qui a eu une formation religieuse sans être tonsuré. Sans être moine. Voilà, sans finir moine en fait. Il a forcément eu une éducation religieuse forte. Et donc il a baigné en fait dans cette culture avec vraiment un retour aux règles de base. Donc le chiffre 7 dans son œuvre, par rapport à la nuit, qu'est-ce que ça pourrait signifier ? Ça symbolise déjà une unité parce que c'est une tendance qu'on va retrouver déjà dans les 5 romans. Et c'est l'union en fait du pair, le chiffre 4, et de l'impair, le chiffre 3, qui symbolise également l'homme et la femme. Et vu que Chrétien de Troyes en fait va se servir des épisodes nocturnes pour mettre en avant des personnages féminins, ça lui permet en fait, parce qu'à chaque fois on a 7 jours aussi, on a 7 épisodes de jour et 7 épisodes de nuit. Ça permet de créer vraiment un miroir et d'avoir une unité vraiment très solide en fait dans la structure du roman. Alors que quand on le lit comme ça, juste à première vue, on pourrait penser que ça fourmille d'épisodes, d'anecdotes, d'aventures, que c'est très touffu. Sauf qu'en fait, c'est très très cadré. C'est presque mathématique en fait, comme... Il a une écriture très équilibrée et le chiffre 7, donc il y a 7 nuits, il y a 7 épisodes de jour, je pense que ça lui permet de faire un écho entre les femmes, les hommes et de mettre en place une symétrie. Eh bien, Enzo, il semble que nous soyons dans un labyrinthe. Tu es toujours là ? Oui. Comment va-t-on sortir ? Avec quelques difficultés. Pas du tout. Vois-tu, Enzo ? C'est tout l'attrait des labyrinthes. Enzo, garde ton calme. Ouvre un livre et lis à haute voix. Quitte la salle où tu es et tourne à gauche à chaque ouverture qui se présentera. L'amour n'est pas en soi maladie, mais le devient quand il se transforme. Et donc dans ton mémoire, tu as vraiment analysé en lien les épisodes de nuit et la représentation de la femme. Qu'est-ce que tu as analysé du coup là-dessus ? Alors quand j'ai commencé à chercher des épisodes nocturnes chez Chrétien de Troyes, moi je m'attendais à avoir plutôt des chevaliers. Alors, puisqu'on avait des chevaliers du soleil, par exemple dans Yvain et le chevalier au lion, à un moment Chrétien écrit que Gauvin est l'Isolaos de la chevalerie, le soleil de la chevalerie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une personnification du soleil avec les chevaliers du roi Arthur. Oui, ça fait païen, c'est sûr, ça fait rappelle païen. ça. Et en même temps, on a un culte, en fait le culte du soleil, c'est un culte qui a été remplacé par le culte du Christ au solstice d'hiver. Avant, on avait le culte du Sol Invictus à Rome, et après le concile de Nicée, on va avoir le culte de la nativité. On garde le même calendrier, les gens ne sont pas perdus. Beaucoup de gens vont avoir interprété Chrétien de Troyes comme un auteur païen. Il y a beaucoup de littéraires qui disent que c'est un auteur païen. Et en fait, Chrétien de Troyes, c'est surtout un auteur du XIIe, donc nourri, certes, d'une part de paganisme, de magie, de folklore, mais surtout de toute la théologie chrétienne et cistercienne qu'il y a derrière, en fait, surtout en Champagne. Donc l'image de la femme, moi je m'attendais du coup à trouver un chevalier de la nuit. Moi je cherchais un chevalier de la lune ou de la nuit. Et en fait, en lisant, je me suis rendu compte que les chevaliers font pas grand-chose la nuit, hormis dormir. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Mais par contre, les femmes, elles ne dorment pas. Elles prennent des décisions, elles réfléchissent. Et quand les hommes agissent, ils agissent sous la gouverne d'une femme qui va par exemple les inviter à une relation amoureuse. Ou s'ils font un fait d'armes, c'est pour délivrer une femme. Mais c'est jamais d'eux-mêmes. C'est pas une aventure chevaleresque comme aller tuer un dragon ou aller se battre en duel contre celui qui vous a provoqué. C'est vraiment orienté autour d'un personnage féminin à chaque fois.
Et qui sont les personnages féminins, donc Chrétien III? On connaît Guenièvre, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors Guenièvre, c'est celle sur laquelle j'ai terminé en fait mon mémoire parce que c'est celle qui hiérarchiquement est le plus haut placée dans l'aristocratie de l'univers arthurien. La reine, oui. Et qui pourrait être un miroir d'ailleurs de Marie de Champagne. Mais avant ça, avant de développer ça, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait 2 autres personnages donc dans les 2 autres romans sur lesquels j'ai vraiment poussé l'analyse, qui sont le Chevalier au Lion et Érec et Enid. Déjà, il y a Enid, elle fait partie du titre. Enid, c'est la fille d'un vavasseur, donc d'un tout petit seigneur, qui va épouser l'un des plus grands chevaliers d'Arthur, qui est Érec. On ne connaît pas trop, lui, d'ailleurs. Non, alors que c'est le premier roman de Chrétien III. Et c'est l'un de ses plus beaux romans, je trouve. Enfin, il a un très bel équilibre. Tu aimes bien quand c'est équilibré? J'aime bien quand c'est équilibré, surtout au Moyen-Âge, en fait, on ne crée pas pour rien. Faire acte de création d'art, en fait, c'est pas possible au Moyen-Âge. On crée parce qu'on est inspiré par Dieu. Il n'y a pas de notion d'artiste, ça va venir à la Renaissance. Donc Chrétien, il se dit pas auteur. D'ailleurs, il s'appelle Chrétien. Il met en roman, en fait. Il se définit par la religion avant tout. Voilà. En tout cas, il se met en roman. Et Érec et Enid, c'est vraiment une ode au mariage, à l'union du mariage et comment 2 personnages qui avaient une relation d'amour courtois au début, puisque Érec va courtiser Enid. Une fois qu'ils sont mariés, qu'est-ce qui se passe? Ils posent un petit peu la question qu'on se demanderait après un conte de fées. La princesse et le prince se sont mariés, mais après ils vécurent heureux. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont vraiment beaucoup d'enfants? Voilà. En fait, il se trouve que ils ont un problème, Érec et Enid. C'est que de cette relation très fusionnelle d'amour courtois, très sensuel, très sexuel, il y a un déséquilibre qui se crée parce que cet équilibre-là, autour de la sensualité, était possible dans une relation hors mariage. C'est la doctrine de l'amour courtois. Mais par contre, dans le cadre d'un mariage chrétien qui a été fait devant Dieu et où la femme est censée être soumise à l'homme, le fait qu'elle soit encore dans l'attirance et que Érec, en fait, Érec après le mariage, il retourne pas sur le champ d'honneur. Il passe son temps dans la chambre à coucher avec Enid, même lorsqu'il fait jour. Il n'est pas du tout actif la journée, il est à l'horizontale complet. Ah bon? Du coup, ça va créer un problème à la cour d'Érec parce que les gens vont se mettre à cancaner. Et donc, le jeune chevalier qui est censé devenir roi, il fait pas grand-chose. Il reste avec sa femme. Voilà. Et or, être chevalier, c'est être à cheval. Et pas à cheval sur sa femme. Donc, ça pose un véritable problème parce qu'il n'est pas là, l'arme au poing. Et qui est Érec à ce moment-là, à partir du moment où il ne remplit plus sa fonction, qui est très social et qui est reconnu des autres, qui est-il? À quoi sert-il? Et donc là, Érec va entraîner sa femme dans une longue aventure où elle va bien souffrir, la pauvre Enid, parce qu'elle le suit coûte que coûte, et en fait, il fait d'elle son page. Ils n'ont plus de relation amoureuse, même affective, durant toutes les nuits qui vont suivre, en fait. Et il faut attendre la dernière nuit du roman pour qu'il y ait des retrouvailles amoureuses, en fait, entre Érec et Enid. Et elle va passer du coup les nuits à veiller son seigneur, comme un page veille le chevalier qui l'accompagne en temps d'aventure ou de guerre. Et elle va être là pour le veiller, surveiller qu'il manque de rien, le prévenir des dangers, et même avoir un rôle stratégique en cas de danger. Donc elle, c'est une figure importante. L'autre personnage féminin qu'on va retrouver, et qui est très fort, c'est Lodine, dans Le Chevalier au Lion. Et ce qui est très fort, en fait, c'est qu'elle est quasiment absente du roman. Elle est là qu'une seule nuit, la 3e. Et après, tout le reste du roman, Yvain va agir de nuit. Il va rencontrer des femmes de nuit qui vont être des figures de tentation, beaucoup. Mais jamais Lodine ne va réapparaître de nuit. Mais il agit pour elle, puisqu'en fait, là encore, il se pose un problème autour du mariage. C'est qu'une fois que Yvain épouse Lodine, il y a un gros souci. C'est que lui, par contre, à contrario d'Érec, il veut repartir courir les tournois et les joutes avec son copain Gauvin. Donc il abandonne un peu sa femme et les terres qu'il vient d'obtenir. Et lui, en fait, il choisit d'être chevalier et non pas seigneur, alors qu'il vient d'acquérir un titre de seigneur. Et Lodine va lui donner un anneau qui va être gage déjà de leur lien, de leur mariage, mais surtout un anneau protecteur qui est normalement censé permettre à Yvain de revenir au bout d'1 an. Et il doit lui faire la promesse de revenir au bout d'1 an. Et si cette promesse n'est pas tenue, elle le répudie. Concrètement, elle le chasse.
Le problème, c'est qu'Yvain est jeune, Yvain est insouciant, et Yvain fait beaucoup la fête avec Gauvin. Yvain est un couillon. Et Yvain ne revient pas, surtout. Voilà, il ne revient pas, il oublie au bout de 6 semaines, au bout d'1 an et 6 semaines, il y a une dame de compagnie de Lodine qui arrive dans la tente de joute d'Yvain, où il est en train de faire la fête avec le roi Arthur et Gauvin, et puis qui lui dit « Yvain, tu as oublié ta femme, en fait. » C'est très problématique, et du coup, elle te déteste, ce qui on peut la comprendre. Oui, logique. Voilà, il avait fait une promesse, il ne l'a pas tenue. Et donc, elle te chasse et tu n'as plus le droit de revenir. Donc, en plus d'avoir perdu ses terres de seigneur, Yvain perd aussi son statut d'homme marié, d'époux. Ça se passait vraiment comme ça ou pas à l'époque? Une femme pouvait vraiment répudier son mari? Non. Les causes de séparation au Moyen-Âge, vu que le mariage est un sacrement fait devant Dieu, c'est très difficile de s'en défaire. Par exemple, Aliénor d'Aquitaine, pour pouvoir divorcer de Louis VII, ils ont dû faire appel à des liens de consanguinité au 4e, 5e degré. Donc, ils n'étaient pas non plus extrêmement proches en parenté. Mais comme la Bible interdit des liens de mariage et des liens sexuels, surtout avec un partenaire familial, enfin avec quelqu'un de sa famille, c'est souvent le motif le plus récurrent pour pouvoir dissoudre une union. Donc là, dans Chrétien 3, c'est un peu romancé, on s'arrange un peu avec la réalité. C'est un arrangement, puisque de toute façon, on est dans un univers qui est parallèle à la réalité. C'est pas non plus la réalité, c'est un reflet, un miroir. C'est ce qui pourrait être. Donc ça donne quand même on va dire un espace de créativité pour Chrétien lorsqu'il écrit, qui lui permet de mettre en scène des choses, des problématiques en fait, qui lui tiennent à cœur. Notamment en fait, le mariage. Et qu'est-ce qu'on fait autour de cette institution qui est à la fois une institution sociale, mais aussi une institution intime. Comment les êtres humains vivent ensemble et qu'est-ce qui les lie vraiment. Parce qu'à chaque fois, chez Chrétien 3, c'est que des mariages d'amour. Le seul mariage qui n'est pas d'amour, c'est celui de Guenièvre et d'Arthur, qui était un mariage politique. Et d'ailleurs, on voit que ce mariage-là, il va être bafoué puisque Guenièvre va avoir une aventure avec Lancelot et des relations sexuelles avec Lancelot. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous foutez là? C'est ça, faites celui qui sait pas. C'est la fée Morgane. La fée Morgane? Qui voulez-vous que ce soit d'autre? Allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous de quoi? Écoutez, mon petit vieux, je dois vous emmener à Avalon le jour de votre mort. Alors vous levez, vous prenez vos petites affaires et puis vous me suivez. On verra le reste en route. Mais c'est pas le jour de ma mort. C'était très triste, mais c'est la vie, ça. On vient d'entendre un extrait de Kaamelott, avec notamment la fée Morgane. Toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce qu'a écrit Chrétien 3 sur elle? Elle est présente, j'imagine, dans Chrétien 3? Alors, Morgane, elle est présente à une reprise avérée. C'est dans Le Chevalier au Lion. Lorsque Yvain se fait jeter par Lodine pour ne pas être revenu, Yvain il a des réactions souvent très exagérées. Donc il devient fou. Il arrache ses vêtements, il part tout nu dans la forêt à l'état de bête sauvage. Mais il devient vraiment fou, il devient bête. Une bête au sens animal. Et donc cet homme sauvage va errer dans la forêt pendant encore un certain temps, jusqu'à ce qu'il y ait une jeune fille qui découvre Yvain complètement nu, endormi de fatigue dans la forêt. Et cette jeune fille, en fait, c'est une dame de compagnie d'une femme de seigneur du coin. Elle va aller chercher sa dame et elle va lui dire « Mais il y a un homme là qui a pas l'air bien dans les bois. » Et là, elles vont sortir et ce qu'elles appellent un onguent de la fée Morgue. La fée Morgue, en fait, c'est la fée Morgane. Elle n'a pas de lien de parenté avec Arthur chez Chrétien 3. Alors que là, c'est présenté comme sa cousine dans Kaamelott. Juste, on cite le fait qu'il y ait une fée qui s'appelle Morgue, donc Morgane, et qu'elle ait fait une pommade, enfin une espèce d'onguent, qu'on va appliquer sur Yvain pour qu'il se sente mieux, et qu'il reprenne un petit peu ses esprits, ce qui va avoir lieu d'ailleurs. Mais par contre, Morgane, la Morgane de Kaamelott, c'est un personnage très déluré pour un aspect comique, et elle est plus développée dans la source sur laquelle Astier s'appuie pour Kaamelott, qui est La Morte du roi Arthur, qui est un texte de Thomas Malory qui date du XVe siècle. Dont on avait parlé d'ailleurs dans le hors-série sur le livre sur Kaamelott. Je vous invite à écouter, donc c'était le hors-série numéro 5, il me semble. Parlons un peu de méthode, Charlène. Comment est-ce que tu as travaillé sur l'œuvre littéraire de Chrétien 3 ? J'ai fait un choix en fait un petit peu original. C'est que au début de mon Master 1, j'ai pris tous les romans de Chrétien 3 et j'ai passé 1 an entier à juste les lire. Je voulais rentrer dans le texte,
comprendre l'ancien français, pour pouvoir le lire en ancien français. C'est écrit en ancien français, c'est ça? Oui. Au XIIe siècle, c'est... En picard, ouais, c'est du picard. En ancien picard. Ah, on aime bien l'ancien picard. Moi, j'ai étudié ça aussi. C'est avec des K et des W partout et tout ça. C'est ça. C'était pas écrit en latin? Non, Chrétien III, il écrit pas en latin, il écrit en ancien français. Et donc, une fois que tu étais imprégné bien d'ancien picard? J'ai dégagé le corpus nocturne, donc tous les épisodes qui ont lieu de nuit dans Chrétien III, pour déjà dégrossir le texte, parce qu'à chaque fois, c'est quand même des gros romans. Et après, j'ai travaillé uniquement sur la linguistique, le mot nuit, comment est-ce qu'il revenait, la symbolique, l'ordre, l'organisation aussi, l'équilibre, toujours. C'est-à-dire pourquoi la nuit 3 il se passe ça, est-ce que dans la 3e nuit de tel autre roman on retrouve ce schéma narratif-là, etc. Donc j'ai vraiment essayé pendant la première année de comprendre mon corpus sans être influencée par quelque autre historien ou littéraire avant. Je voulais vraiment que ça vienne de moi et que ça soit quelque chose très finalement original. Oui, si tu lis la bibliographie de tous les historiens qui ont fait des choses avant toi sur Chrétien III, oui, j'imagine que t'es influencée. Oui, puis surtout, j'allais pas m'en sortir parce que je sortais de licence. Et quand on tape Chrétien III sur Google et qu'on voit la bibliographie depuis 1800 et quelques à nos jours et qu'il y a une 50aine d'ouvrages qui sortent chaque année dans le monde, on se dit, bon, par où commencer, ça fait peur. Du coup, moi, je suis allée à la source. Et ensuite, avec les thématiques que j'ai sorties, j'ai pu choisir ma bibliographie comme ça et aller chercher vraiment les ouvrages que je voulais lire pour pas avoir non plus une bibliographie trop longue et me perdre en fait. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant ton travail donc sur les romans de Chrétien III? J'ai rencontré 3 difficultés principales. Déjà en fait je suis dyslexique, dysorthographique, donc écrire un gros essai, quelque chose de long, c'est pas forcément évident. Et surtout, découvrir une langue, l'ancien français, c'était une première étape pas facile en fait, mais qui a été aussi très enrichissante parce qu'avec la dyslexie, je lis pas forcément dans le même sens. L'ordre des mots est parfois changé, ce qui fait que j'ai vu des passages que j'aurais certainement pas vus en lisant juste simplement. Donc c'est une difficulté qui en fait était plutôt une force et qui a apporté encore une touche d'originalité, c'était très personnel. Et après, les 2 autres difficultés que j'ai rencontrées, c'est dans le travail plus concret et le croisement des sources. C'était le travail des folkloristes en fait. J'ai perdu un temps parce que j'étais partie sur le postulat que Chrétien III était païen, alors que au fur et à mesure de mes recherches, j'ai vu que c'était plutôt très chrétien. Et du coup, j'ai lu beaucoup de folkloristes et je me suis perdue là-dedans. Et donc, il a fallu en sortir. C'était une difficulté parce que du coup, après, il m'a manqué un petit peu de temps. À un moment donné, il a fallu rattraper ce temps et s'organiser différemment. Et la dernière difficulté, c'était avec ma directrice, on n'avait pas forcément la même approche de la recherche sur Chrétien III. Elle, c'est une littéraire, donc elle est enseignante de lettres médiévales. Et moi, j'ai une formation d'historienne. Donc, moi, je souhaitais croiser les disciplines pour avoir, en fait, pour la première fois, un éclairage historique, sociologique aussi, et politique autour de Chrétien III, et pas seulement littéraire, en fait. Et donc, ça a été compliqué. Et depuis que tu as fini ton master et rendu ton mémoire, qu'est-ce que tu fais? Après mon mémoire, je savais pas trop quoi faire. J'avais surtout besoin de respirer parce que passer 2 ans, c'était lourd aussi, c'est très solitaire comme travail. Et donc, je me suis tournée d'abord vers un service civique où j'ai été pendant cette année, en fait, bibliothécaire dans une école élémentaire. En fait, j'étais ambassadrice du livre. C'est classe. C'est un joli titre. J'animais chaque jour, en fait, des cours autour d'un projet culturel ou ludique que je créais. Et j'ai notamment créé un projet autour du Moyen-Âge avec des enfants de CM1. Ah, tu as donné une bonne image du Moyen-Âge aux enfants. Je suis fière de toi. C'est ça. Et ils ont monté en fait une exposition dans leur école autour du Moyen-Âge et on est rentré à travers des figures politiques du Moyen-Âge. Donc on a vu les Templiers, Philippe le Bel, Philippe Auguste, tout ça. Et donc j'ai adoré vulgariser en fait, parce que je me servais de mes cours de master et notamment aussi de mon mémoire, parce qu'on a fait toute une période sur les romans arthuriens,
où j'ai vulgarisé en fait mon mémoire pour des enfants de 9-10 ans. Et en fait, c'est ce que j'ai adoré, j'en ai découvert finalement ma vocation, qui est que j'ai envie de travailler dans le culturel, mais à destination d'un jeune public. Et donc là, je vais présenter les concours du patrimoine, et notamment de la conservation des bibliothèques. D'accord, et tu le sens bien, tu penses que ça va aller ? J'espère. Après, à force de travail, je pense que j'y arriverai peut-être. Pour finir cet épisode, Charlène, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait étudier Chrétien de Troyes ? D'être curieux, rigoureux, très 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 rigoureux. De pas avoir peur en fait d'avoir une lecture différente et de creuser le plus possible son intuition. Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous arrivez un peu plus à identifier qui était Chrétien de Troyes, qu'est-ce qu'il a écrit, et même vous en savez un petit peu plus sur la Champagne au XIIe siècle. Donc merci beaucoup, Charlène Soré. Merci beaucoup, Fanny. On vous mettra sur le site passionmédiéviste.fr des informations pour en savoir un petit peu plus, des livres, des lectures et tout ça. On vous mettra des images, plein de choses, allez voir. Et sur le site passionmédiéviste.fr, vous pouvez retrouver tous les autres formats du podcast. Et vous le savez peut-être, mais ce podcast dispose d'un Tipeee, c'est-à-dire une campagne de financement participatif où vous, les auditeurs, vous pouvez donner quelques euros par mois ou alors de façon unique pour m'aider à développer le podcast. Par exemple, ça permet de payer une illustratrice pour les illustrations des épisodes depuis quelques mois maintenant qui sont uniques, qu'elle crée à chaque fois spécialement pour le podcast. Ça me permet de, quand je n'ai pas le temps, demander à quelqu'un de m'aider à prémonter les épisodes pour gagner du temps. Et voilà. Et ce mois-ci, j'ai plein de personnes à remercier, toutes les personnes qui ont donné en novembre. Encore une fois, nouveau record dans les dons. Donc je tiens à remercier Maxime, Thomas, Victor, Élise, Simon qui avait déjà donné, merci beaucoup à toi, Bénédicte, Catherine, Nicolas, Claire, Isabelle qui a encore donné, merci beaucoup à elle, Luc, Alex, Julien et Heidi. Dans le prochain épisode, on parlera de la place des femmes dans les fabliaux. Salut!